Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Caroline Roux. Vous êtes prêt à passer un week-end reconfiné? Je pense aussi peu que la grande majorité de nos concitoyens. Voilà, ça devient assez insupportable. Je peux vous assurer que la situation, notamment dans les zones urbaines, là même où on nous disait que le couvre-feu de 18h aurait une efficacité, on voit bien que ce n'est pas le cas, sauf à contraindre les gens à un rythme social qui n'est pas habituel, qui n'est plus supportable. Je pense que ça risque peut-être d'être la goutte d'eau qui, à un moment donné, fait déborder le vase. Mesure inhumaine, dit Anne Hidalgo, elle a raison. C'est à ça que vous faites allusion? Alors, le couvre-feu, c'est clair, c'est pas seulement inhumain. Le couvre-feu, en plus, est inefficace parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe dans la rue. Entre 17 et 18 heures, dans les magasins, dans les transports, tout le monde est massé. L'inverse de ce qu'il faut faire. Mais le confinement le week-end, très franchement, je pense qu'entre ce que ça va coûter, notamment dans tous les lieux où les logements sont exigus, en termes psychologiques, en termes sociaux, est-ce que ça va rapporter au niveau sanitaire? Je crois que ce n'est vraiment pas la bonne solution. Est-ce qu'on a un autre choix que, j'allais dire, de naviguer au jour le jour, oui, avec un conseil de défense encore ce matin, des chiffres qu'il faut suivre au plus près, une gestion que le gouvernement a choisi de faire au niveau local, comme si on faisait de la dentelle, comme ça? Est-ce qu'il y a un autre choix? Oui, je pense, oui. Avec Jean-Luc Mélenchon, on a proposé des autres choix depuis des mois. Donc, on pourra au moins nous reconnaître cette anticipation. C'est celui d'arriver à une société en roulement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'inverse du couvre-feu à 18h, pour être bien compris. C'est d'organiser le fait que les gens n'aillent pas travailler tous en même temps, pour pas tous être en même temps les transports, n'aillent pas tous en même temps dans les lieux de culture qu'on pourrait réouvrir, n'aillent pas tous en même temps au restaurant, de façon à avoir partout des gestes barrières suffisants. Voilà. Je pense que ça devrait être un des piliers d'une politique sanitaire. Le deuxième, auquel moi particulièrement je tiens... C'est la restriction et le confinement, chacun son tour, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ce qui amène un aménagement du temps de travail, voire une baisse du temps de travail. Et puis la deuxième, à mon avis, c'est de travailler sur la question de l'isolement. On n'a pas assez travaillé sur la question de l'isolement des malades. Eh bien, de proposer des conditions matérielles aux gens qui sont malades pour pouvoir s'isoler de leur famille ou de leurs proches, surtout avec une variante qui est très, très contaminante. Ce n'est pas la contrainte, mais c'est la proposition. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, depuis le début du confinement, il y a eu 50 propositions seulement comme ça d'hébergement pour isoler les gens, dans des endroits où on sait très bien que les logements sont en plus exigus. Donc, la contamination est plus forte. Ça n'est pas fait. Et donc, je crois que on va au plus vite. On emprunte des méthodes qui sont très moyenâgeuses, de confinement en confinement. Et on voit bien, je vous fais remarquer, qu'on n'arrive pas à juguler l'épidémie comme ça. L'isolement, c'est pas facile à suivre quand il y a plus de 25 à 30 000 cas par jour. Écoutez, l'organisation... Jusqu'à maintenant, on avait un État, alors vous me direz, les libéraux l'ont tellement appauvri au fur et à mesure qu'effectivement, il y a des difficultés. Enfin, on avait un État quand même capable d'organiser ça. À mon avis, ça serait plus facile que de contraindre, et dans des conditions de plus en plus difficiles, une population à aller travailler, parce que ça, on lui demande d'aller travailler. Je pense que le coûte que coûte, c'est que pour le gouvernement, quoi qu'il en coûte, c'est le fait que l'économie continue, mais j'allais dire, ignorer tout ce qui fait, nous, des êtres sociaux et des êtres de culture. Est-ce que vous diriez quand même, Éric Coquerel, que ce gouvernement a appris de ses erreurs, de la première partie de la gestion de la crise? J'entends par là, et je fais référence au travail avec les élus locaux, c'est-à-dire à un moment donné de travailler au plus près du terrain. Non, mais le plus près du terrain, souvent, c'est se défausser sur les élus locaux. C'est ce qu'ils sont en train de faire? Ils l'ont fait depuis le début. Rappelez-vous l'histoire des masques. D'accord, on avait un gouvernement incapable de donner les masques nécessaires, qui devraient être en plus gratuits, et on a compté sur les communes, qui elles-mêmes souvent avaient moins de moyens du fait des baisses budgétaires depuis des années, pour le faire. Donc se défausser sur les élus locaux, c'est pas assurer, j'allais dire, être le plus proche du terrain, c'est assurer une inégalité dans le pays, parce que chaque élu, chaque commune, chaque région n'a pas les mêmes moyens. Vaccination, vacciner avec tous les vaccins dans toutes les pharmacies, ça sera un moyen d'accélérer? C'est la décision de l'HAS? Pour l'instant, on n'en est pas là. Non. Je vous fais remarquer une chose, c'est que M. Véran, il y a un mois, annonçait pour le mois de mai 30 millions de vaccinés. M. Castex, il y a 2 semaines, a annoncé plus de 13 millions. Donc manifestement, on n'a pas été très bon non plus là-dessus. Et moi, je regrette qu'on ait tellement détruit la recherche publique, tellement favorisé des entreprises comme Sanofi qui font absolument ce qu'elles veulent, qu'on n'est pas capable d'avoir un vaccin français. Vous auriez envie, vous, de choisir votre vaccin? De dire je veux plutôt le Moderna, plutôt le Pfizer ou plutôt le AstraZeneca? Oui. Bien sûr. Et vous choisiriez lequel? Pour l'instant, je choisirais plutôt Pfizer, mais je préférerais même qu'on regarde un peu toutes les options à l'étranger sur les vaccins russes, notamment, comme l'a fait Mme Merkel, pour véritablement voir quel est le plus efficace. Ou les Sputnik? Oui, par exemple, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a montré son efficacité et que moi, j'ai envie de pouvoir choisir un vaccin en fonction de ses réactions, en fonction de ses... Par exemple, on sait que l'AstraZeneca, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de soignants, vous le savez, hésitent.
Il y a des réactions, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe en termes de transmission ou pas transmission, et on ne sait pas très bien ce qui se passe au niveau de notre immunité collective. Je ne parle pas individuelle. Vous avez plus confiance dans un vaccin qui n'a pas été validé par les instances sanitaires européennes, le Sputnik V, plutôt que des vaccins qui sont passés entre... Oui, moi ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un des problèmes, c'est pour ça qu'on demande une licence publique des vaccins, les vaccins c'est un gros business, un gros marché, je préférerais qu'on soit en dehors du marché pour choisir quel est le bon vaccin qu'il faut pour les Français. Le gouvernement pense qu'on peut continuer dans ce contexte-là à réformer. Il a présenté aux partenaires sociaux le décret réformant l'assurance chômage avec une entrée en vigueur en octobre. Si la situation de l'emploi s'améliore, Elisabeth Borne considère que cette réforme était nécessaire. Moi, je suis absolument éberlué qu'en pleine crise, le gouvernement compte abandonner des centaines de milliers de Français. C'est 830 000 qui perdront 22% de leurs revenus parmi les plus fragiles le 1er juillet si cette réforme est appliquée. Voilà, ça me sidère. C'est un gouvernement qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Bon. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus supportable. Vous remarquerez qu'à chaque fois, ce gouvernement ne met pas de conditions quand il faut baisser les allocations. Par contre, il met des conditions pour le fameux bonus-malus qui serait seulement appliqué en 2022. Bonus-malus, donc il faut juste expliquer ce que c'est pour les contrats courts. Voilà, c'est pour pénaliser les contrats courts. Bon, ce qui était une des promesses, soi-disant une contrepartie de cette allocation qui est absolument injuste, qui répond à une logique qui serait que les chômeurs sont responsables du chômage. Et dans une situation en plus, alors déjà c'était injuste avant, mais là on voit bien la situation, 10% de pauvres, 10% de chômage bientôt dans ce pays, selon la Banque de France, fin 2021. 10 millions de pauvres, 700 000 emplois en moins. Et là, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il pénalise encore plus ceux qui vont être privés d'emploi. C'est un non-sens. Et vous êtes toujours membre de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Comment ? Vous êtes toujours membre de la Commission des Finances ? Bien sûr. L'UNEDIC a un déficit qui va atteindre 39 milliards d'euros, dont la moitié est due au chômage partiel. L'objectif de cette réforme, c'est aussi de faire des économies. 1,3 milliard. Excusez-moi, mais qu'est-ce que valent 1,3 milliard quand on a été capable de mettre des dizaines de milliards sans contrepartie dans les entreprises, quand on baisse de 10 milliards l'impôt sur la production, quand on n'a même pas été c'est hors sujet, c'est ça que vous voulez dire ? On n'a même pas été fichu de mettre une taxe, même provisoire, sur les riches, qui l'an dernier, je ne parle que des milliardaires, ont gagné 175 milliards d'euros en plus que l'année précédente. Et on va faire en sorte que les gens qui ont déjà tant de mal à gagner leur vie soient pénalisés. Comment vous l'expliquez ? Ce gouvernement, il fait un choix idéologique. Il répond notamment aux exigences de réformes structurelles sur les retraites et allocations chômage venant de Bruxelles, et j'allais dire, il fait un choix, une politique de classe, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il favorise sans arrêt les plus riches, et j'allais dire qu'il est, comme je le disais tout à l'heure, absolument terrible pour les plus pauvres. Éric Coquerel, est-ce que vous avez voté Macron lors de la dernière présidentielle ? Oui. Est-ce que vous seriez prêt à le refaire ? C'est un vrai problème, parce que... C'est un problème pour vous ? Ah oui, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas un problème pour moi, c'est un problème, moi j'entends partout le problème, et parce que M. Macron est en train d'appliquer le programme de Mme Le Pen. Alors en quoi c'est un barrage vis-à-vis de Mme Le Pen ? C'est le plus mauvais candidat. Macron égale Le Pen. Son programme, écoutez, regardez les différentes lois qui viennent d'être votées. Regardez M. Darmanin sur votre antenne qui explique que Mme Le Pen est décidément un peu molle par rapport à l'islam, donc il la prend sur sa droite. Donc moi, ce que je considère, c'est que c'est plutôt un affluent du Rassemblement national qu'un barrage. Et qu'à partir de là, c'est sûrement le plus mauvais candidat pour espérer battre Mme Le Pen. Vous comprendrez qu'avec Jean-Luc Mélenchon, je pense que ça serait beaucoup plus efficace. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent. Merci à tous les deux.